Bienvenue dans le débat sur France 24. Une rentrée sous Omicron. Le variant est devenu majoritaire dans la plupart des pays européens. Vous allez le voir sur cette carte. 96% des cas au Royaume-Uni sont justement des contaminations à l'Omicron. 92% en Irlande, 75% au Portugal, plus de 62% en France, vous le voyez donc. Avec près de 200 000 cas de contamination par jour, la France mise toujours sur la vaccination, une accélération du rappel vaccinal et la mise en place d'un passeport vaccinal à partir du 15 janvier. Le texte de loi est examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. L'Omicron va entraîner une désorganisation du lieu de travail ainsi que des écoles. Les quarantaines sont néanmoins allégées pour ne pas mettre le pays à l'arrêt. La durée de l'isolement est ramenée de 7 voire 5 jours pour les personnes infectées ayant un parcours vaccinal complet. La rentrée sous Omicron, c'est donc le thème de ce débat. L'Omicron est-il moins dangereux que le Delta ? Quel impact dans l'organisation du travail? Quelles conséquences sur les écoles? Comment d'autres pays combattent-ils le virus? Nous irons en Israël, mais aussi en Allemagne. Et puis, quel impact sur la campagne présidentielle française? Et puis, finalement, quelles leçons tirer après 2 ans de virus? On en parle avec mes invités par Skype de Bruxelles. Yves Copieter, c'est avec nous. Bonsoir, médecin épidémiologiste à l'Université libre de Bruxelles, également professeur de santé publique, directeur du Centre de recherche épidémiologie et biostatistique de l'École de santé publique de l'ULB. Avec nous également dans la première partie de l'émission, Stéphanie Matedi. Bonsoir à vous également, bienvenue. Bonsoir. Directrice formation et dialogue social à Alixio, également présidente de Art du dialogue social. Vous êtes donc avec nous. Et puis Gwendoline Debono est avec nous également, notre correspondante donc de France 24 à Jérusalem. Bonsoir Gwendoline. Bonsoir. Alors avant de commencer cette discussion, je vous propose d'écouter les propos rassurants d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, sur justement ce variant Omicron. Peut-être, encore une fois, tout est dans le peut-être, la dernière des vagues, c'est-à-dire que vu le taux de contamination dans notre pays, et d'ailleurs sur la planète, il est probable que nous ayons tous acquis une forme d'immunité, ou par la vaccination, ou par l'infection, ou les deux. Aujourd'hui, on va avoir, à l'issue de la vague Omicron, une immunité qui sera largement supérieure aux 50%, même avec la vaccination, quasiment du 100% en réalité. Yves Copieters, Omicron pourrait-il être le dernier variant ? Ah, ça, c'est compliqué à répondre. Alors, c'est vrai que c'est un variant, en fait, qui arrive sur des populations européennes, en fait, avec une forte immunité acquise par la vaccination, les 2 doses, les 3 doses, et puis une immunité acquise aussi par, je dirais, les différentes vagues successives, et surtout la dernière vague du variant Delta. Et c'est vrai que Omicron arrive, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un échappement immunitaire d'Omicron partiel. Il essaye d'arriver, de prendre le devant sur le variant Delta, mais il arrive face à une population dans laquelle, je dirais, il y a un mur lié à une immunité de base acquise ou post-vaccination qui, je dirais, l'empêche fortement, en tout cas, d'évoluer avec une forte létalité. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une immunité collective malgré le fait que justement la vaccination est encore très inégale dans le monde ? Alors à l'échelle du monde, ça va être compliqué, sauf qu'Omicron va faire encore une part du boulot, entre guillemets, puisqu'il va aussi toucher fortement différents types de populations. Il est très contaminant, on l'a compris, et puis il va développer une immunité et je dirais, il va entraîner des formes cliniques, je dirais, assez modérées, en tout cas par rapport au variant Delta. Donc oui, petit à petit, on est petit à petit dans un cycle de nouveaux mutants qui va arriver face à des populations de mieux en mieux immunisées, et ces variants vont chaque fois, je dirais, s'adapter en termes surtout de contamination, et puis face à l'immunité, fatalement, je dirais, leur létalité sera moins forte. Donc vous êtes optimiste comme Olivier Véran, ses propos ne vous ont pas choqué, vous êtes plutôt d'accord avec lui? Alors, ces propos ne sont pas choquants vu, je dirais, les connaissances qu'on a sur les effets d'Omicron. Et on le voit très bien sur les hospitalisations, même s'il y a un sursaut des hospitalisations en Angleterre, un tout petit peu au Danemark. Mais je dirais que l'effet, je dirais, de la létalité et des formes graves est quand même nettement moindre que pour les variants Delta. Et ce qui est tout à fait encourageant, c'est qu'il y a très peu d'influence sur la mortalité. Donc oui, on peut, je dirais, être optimiste, en tout cas par cette vague Omicron. Mais non, je pense que nos politiques ont toujours un regard assez centré sur leur contexte, leur environnement, leur pays. Et je pense qu'il faut quand même aussi avoir une réflexion un peu internationale à ce stade-ci, même si Omicron va fortement aider, je dirais, nos politiques à gérer cette épidémie. Justement, on va retrouver Gwendoline Debono qui est avec nous en Israël, justement à Jérusalem, puisqu'on parle d'international. Jérusalem, Israël qui avait mis la première campagne de vaccination en place. Et d'ailleurs, on démarre la 4e dose aujourd'hui, Gwendoline.
Oui, absolument. Et c'est aussi le pays qui prend en premier cette décision d'administrer une 4e dose. Effectivement, depuis ce matin, les plus de 60 ans ainsi que les membres du personnel médical peuvent recevoir cette 4e dose de vaccin si leur 3e dose date d'il y a au moins 4 mois. Alors l'idée d'administrer cette 4e dose aux plus fragiles, c'est vraiment de les protéger face à la fulgurance de ce variant Omicron en Israël comme dans d'autres pays. Alors avant cela, eh bien, il y a eu un essai clinique sur des volontaires en Israël, un essai clinique qui a duré plusieurs semaines et il n'a pas été constaté d'effets indésirables à court terme, en tout cas pas plus que pour la 3e dose ou que pour la 2e dose, mais c'est vrai que la communauté scientifique israélienne reconnaît qu'il y a assez peu de recul sur cette 4e dose, donc c'est quelque part un pari pour protéger les plus fragiles, encore une fois les plus de 60 ans, les personnes immunodéprimées et les membres du personnel médical, mais c'est aussi la raison pour laquelle cette 4e dose, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une recommandation formelle et encore moins une obligation, et c'est aussi la raison pour laquelle cette 4e dose, il est possible qu'elle reste un rappel pour les personnes les plus fragiles. D'ailleurs, il n'est absolument pas question en Israël, pour l'instant, de l'étendre au reste de la population. Et Gwendoline, quels enseignements finalement peut-on retirer de cette expérience israélienne? L'Omicron est-il moins grave justement en Israël? Est-ce que c'est le constat qu'on peut faire là-bas? Alors, ce qu'on constate, c'est que d'abord, les contaminations ces dernières 24 heures ont doublé. Aujourd'hui, on est à 6 000 nouveaux cas par jour. On estime bien que la semaine prochaine, ce sera 20 000 nouveaux cas par jour. Donc, cela va très vite. Pour l'instant, il y a 35 000 personnes atteintes du Covid-19 en Israël. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de cas graves. Il y a 110 personnes qui sont hospitalisées dans un état grave. Et la majorité de ces personnes, elles ne sont pas vaccinées du tout. C'est ce qui fait dire aux autorités israéliennes à la fois que ce variant Omicron est peut-être moins dangereux que le variant Delta, mais également que la 3e dose, que le 3e rappel de vaccin montre son efficacité car il protège contre les formes graves du Covid-19. Stéphanie Matudi, dans l'univers du travail, il y a un nouveau protocole, 3 jours obligatoires de télétravail sous peine de sanction, une amende importante pour les récalcitrants, une amende qui peut aller jusqu'à 1 000 € par salarié en fonction du comportement de l'employeur, qui peut aller jusqu'à 50 000 €. Alors, quelle est la réaction des entreprises en France après l'annonce de ce protocole ? Alors en fait, les directions, les DRH, les partenaires sociaux, effectivement, et le gouvernement se sont rencontrés. Les salariés, l'ensemble, sont devenus très pragmatiques sur le sujet. Ils sont fatigués, ils sont un peu usés, comme c'est mondial, mais ils sont prêts. Et en fait, chacun accepte cette couche d'adaptation supplémentaire qui est venue se rajouter. Et plutôt que de voir effectivement le dispositif se mettre en place, comme à l'accoutumée depuis 2 ans, la situation de télétravail est désormais connue, reconnue. Les moyens ont été mis en place dans la plupart des entreprises qui en avaient l'habitude. Donc, on rentre un petit peu dans je vais pas dire un quotidien de crise. C'est un peu un quotidien de crise. Et effectivement, il y a toujours des récalcitrants parce qu'il y en a qui aussi ont des difficultés face à cette situation de télétravail, alors on cherche aussi des aspects un peu punitifs. Et là, l'aspect punitif, effectivement, c'est une amende de 1 000 € par salarié concerné, dans la limite de 50 000 € par entreprise, ce qui n'est quand même pas rien, alors tout dépend du modèle d'entreprise, bien évidemment, mais plutôt que de travailler sur cet aspect punitif, sur cet aspect défensif, on le sent bien vis-à-vis de l'ensemble des partenaires et des parties prenantes sur cette spécificité de contagion et d'épidémie, c'est que c'est surtout l'intelligence collective et le bon sens qui est en action. On n'a pas trop de plaintes, on n'a pas trop de gens qui se plaignent, on a surtout des gens qui souhaitent s'organiser le mieux possible, aussi bien dans les entreprises que dans le secteur public. Alors on a pu le voir, on prend exemple sur le modèle anglais, on s'aperçoit, on prend aussi les inquiétudes du modèle anglais et on s'aperçoit que dans le secteur public et dans le secteur privé, il peut y avoir des disparités en tant qu'adaptation de cette épidémie. Pourquoi c'est plus difficile pour le public ? Parce que l'entreprise, on le voit, en tout cas, c'est les inquiétudes qui ont été portées en Angleterre. Le secteur public est moins réactif, peut-être moins réactif. Alors, il faut qu'on observe peut-être ça aussi dans notre pays. Ce ne sera pas forcément le cas, et on l'espère que non, mais c'est toujours
plus compliqué. On le voit dans le domaine de la santé, ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a des réactions, il y a des protocoles qui sont mis en place, des protocoles d'urgence, et on dépasse finalement les conditions et ce qui est imposé par le gouvernement qui intervient plutôt en garant plutôt qu'en gérant. Les entreprises ont une dynamique, un temps d'avance dans la réactivité parce qu'il faut trouver des solutions de manière urgente face à cet absentéisme qui va arriver dans les 3 prochaines semaines. Dans les entreprises dites de services les plus importantes, il y a des protocoles de crise qui sont organisés, il y a des plans de continuité de l'activité qui sont organisés. Donc il y a déjà, il y a des choses qui ont été organisées depuis 2 ans pour ne pas On tire un peu les leçons tout de même de ce qu'on connaît déjà. Oui. C'est un peu ça que... Et l'intelligence collective est vraiment important et on sent que chacun trouve des solutions. Il y a énormément de dialogue, il y a énormément de communication sociale et les solutions sont extrêmement différentes selon que l'on soit dans une petite structure, une grosse structure ou bien évidemment dans le secteur de la santé où c'est là où effectivement l'adaptation est quasi permanente. Il y a un maintien de poste de soignants qui est positif mais asymptomatique qui a été décidé dans certains hôpitaux pour tenir, parce qu'il faut absolument tenir et soigner les malades. On modifie le protocole. Organisation des services, on modifie le protocole, on s'adapte en permanence sans attendre finalement les conditions. Donc cet aspect, je pense, punitif, bien sûr, il est là et bien sûr, il fallait redonner du sens à ceux qui ne respectent pas le télétravail, mais pour autant, on n'est pas là-dedans complètement aujourd'hui. On est vraiment dans une réactivité, une adaptation forte et une intelligence collective. Plus réactif. Donc, Yves Coppieters, en France, on limite aussi les rassemblements. 2000 personnes à l'intérieur, 4000 personnes à l'extérieur. C'est important, ces jauges. Ça concerne les concerts. D'ailleurs, il y a interdiction des concerts debout, mais un peu tout rassemblement. Il faut limiter les rassemblements, y compris à l'extérieur. Alors, c'est compliqué. C'est vrai que les jauges, parfois, on peut les questionner parce qu'en fait, ce n'est pas une question de jauge, c'est une question d'adaptation à chaque environnement, à chaque type de salle, à chaque type de lieu d'événement. Et c'est ça que nos politiques n'arrivent pas à faire. C'est-à-dire que dans une gestion de risque de la crise, fatalement, il y a des environnements qui sont plus sécures et puis des environnements qui sont moins sécuritaires. Et là, alors, il faut mettre des jauges. Donc voilà, je pense que des jauges, c'est intéressant, mais les appliquer telles quelles dans tous les environnements et dans tous les milieux culturels ou les milieux sportifs, ça n'a pas beaucoup de sens. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention. Omicron se répand très facilement dans la population. Alors c'est vrai qu'aussi, on l'a bien dit en début d'entretien, il ne faut pas avoir peur des contaminations à tout prix. Il faut voir quelle est l'influence sur le système de soins de santé, sur les complications, les systèmes hospitaliers, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être changer de paradigme dans la gestion de cette crise et être plus dans une gestion du risque. Et une gestion du risque, ce ne sont pas des jauges, c'est chaque endroit qui définit sa jauge en fonction de ses systèmes de ventilation, d'application des gestes barrières et autres systèmes de protection des personnes qui participent à l'événement. Donc quelque chose de moins national, c'est ce que vous dites. En tout cas, il n'y a pas de limitation de jauge, bien sûr, pour les meetings de campagne, mais Valérie Pécresse, par exemple, la candidate de droite, et La République En Marche veulent faire respecter des jauges. Ils veulent également utiliser le pass vaccinal, mais pas l'extrême droite, ni d'ailleurs les Insoumis. Vous allez écouter ce qu'en dit Jean-Luc Mélenchon, justement, sur ce pass vaccinal que Valérie Pécresse et La République En Marche acceptent, en fait, de contrôler avant les meetings de campagne. Les gens qui servent dans les bars et les restaurants, qui vont contrôler l'identité. Mais dans quel monde allons-nous vivre à la fin? Tout le monde va contrôler tout le monde. Ça, c'est une société totalitaire, une société autoritaire. Voilà ce que c'est. La liberté, ne croyez pas que vous aurez plus de sûreté sanitaire parce que vous aurez moins de liberté. Les restrictions de liberté ont toujours été l'illusion de ceux qui croient à l'efficacité du tout de suite et sans discussion. Yves Coppieters, est-ce qu'effectivement, restriction de liberté parce que nécessité pour la santé publique ou pas ? C'est compliqué le débat de ce pass sanitaire qui se transforme en pass vaccinal. Et c'est vrai que par rapport à une population très fortement vaccinée, et c'est le cas de la France, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres pays européens, cette transformation du pass vaccinal peut être questionnée. En tout cas, moi, sur un plan purement de santé publique, je ne le défends pas, parce que je pense malheureusement qu'il ne va pas améliorer les choses en termes de clivage de la société, et je ne pense pas que ceux et celles qui ne refusent actuellement de se faire vacciner
vaccinés vont y adhérer malgré tout. Et lorsqu'on parle de passe vaccinal, on entre aussi dans une logique plutôt de moyen et de long terme. Et donc c'est ça qui est compliqué aussi face aussi à des variants. Vous préféreriez une obligation vaccinale, tout simplement ? Ben oui, en tout cas, ce serait beaucoup plus simple et c'est quelque chose qui aurait pu être anticipé beaucoup plus tôt. Alors, je ne pense pas que c'est l'obligation vaccinale de toute la population et surtout et sûrement pas des moins de 18 ans, mais quoi qu'il en soit, plus forcer les personnes fragiles, les vulnérables, c'est ceux qui sont à risque d'entrer à l'hôpital et aussi encore avec ce variant Omicron, de se faire vacciner. Alors, est-ce on parle d'une vaccination obligatoire chez les plus de 60 ans, 70 ans? Ça, c'est une décision politique, mais c'est quelque chose qui aurait été plus simple et qui, à mon avis, aurait eu des impacts beaucoup plus forts en termes de santé publique. Alors, on y reviendra avec notre correspondante en Allemagne, Gwendoline, toujours en Israël. Ils ont fermé les frontières, mais alors maintenant, les touristes vaccinés peuvent revenir la semaine prochaine, me semble-t-il. Donc finalement, le pays revient sur sa fermeture des frontières. Oui, absolument. D'abord, il faut se souvenir qu'Israël, en fait, avait fermé ses frontières aux touristes depuis le début de la pandémie. Et puis, le pays a décidé de les rouvrir début novembre. Ça n'a tenu qu'un mois, tout juste un mois, puisqu'après, il y a eu l'arrivée de ce variant Omicron. Alors, cela change effectivement la semaine prochaine. À partir du 9 janvier, les touristes vaccinés pourront revenir dans le pays, à condition qu'ils ne viennent pas d'un pays qui est classé sur la liste dite rouge en Israël. Alors pour l'instant, les États-Unis, la Grande-Bretagne ou encore les Émirats arabes unis font toujours partie de cette liste rouge, mais tout de même, cela laisse la possibilité aux touristes vaccinés, pour leur majorité, de revenir. Alors Naftali Bennett a reconnu que cette décision pouvait sembler contre-intuitive, vu la fulgurance du variant Omicron en Israël, mais en fait c'est exactement pour cette raison que les frontières vont rouvrir à partir du 9 janvier, à partir de la semaine prochaine, parce qu'il y a tellement de cas en Israël. On estime que d'ici la fin du mois, il pourrait y avoir jusqu'à 2 millions de personnes malades. Il y a tellement de cas que ce n'est pas l'arrivée de touristes potentiellement malades qui peuvent changer quelque chose à cela. C'est pour ça que cette décision a été prise. En revanche, cela va changer beaucoup de choses pour les acteurs du tourisme qui, bien évidemment, souffrent beaucoup depuis le début de la pandémie. Les acteurs du tourisme israélien, mais également les acteurs du tourisme palestinien, puisque quand Israël prend la décision de fermer ses frontières, de facto, les territoires palestiniens sont eux aussi inaccessibles. Donc on parie aussi là-bas sur une possibilité d'immunité collective. Stéphanie Mathudi, pour regarder un petit peu, généraliser un petit peu le propos sur le marché du travail, est-ce que finalement il a durablement changé, ce marché du travail, depuis le début du Covid? Et vous parliez d'adaptation permanente, mais il a durablement changé? Il y a certains secteurs, bien évidemment, qui ont été extrêmement troublés. Les secteurs automobiles, les secteurs de l'hôtellerie-restauration, les secteurs du tourisme sont vraiment des secteurs extrêmement difficiles où on a énormément de démissions pour des reconversions. On dit vraiment adieu dans l'hôtellerie-restauration surtout. Et on se reconvertit complètement, d'ailleurs, on le voit, à autre chose. Par exemple, dans des secteurs de comptabilité, dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur de la santé, bien évidemment, il y a énormément de démissions sur certains secteurs où on va finalement préférer s'occuper de la petite enfance que des personnes âgées, parce que la crise a été extrêmement dure dans les EHPAD et donc a donné lieu à des démissions. Et c'est très difficile d'ailleurs de recruter dans le secteur de santé. Et pas seulement dans le secteur de santé, pardonnez-moi, mais il y a une pénurie de main-d'œuvre qui se révèle en fait en parallèle de ce Covid. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une reprise économique, donc que les variants disparaissent, tout d'un coup, il y a une reprise et il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui dans de nombreux secteurs, pas seulement celui de la santé. Non, pas seulement dans le secteur de la santé, je vous le disais, dans le secteur aussi de l'automobile, de l'aéronautique, il y a énormément de pénuries de main-d'œuvre qui sont difficiles et de volonté, encore une fois, de démission et de reconversion. Et le dossier de la formation reste ouvert sur ces sujets. Pardonnez-moi, est-ce que c'est parce que finalement aujourd'hui, on ne veut plus travailler autant qu'avant pour le même salaire? Est-ce qu'il y a un questionnement plus général, plus global, justement, du fait de cette maladie, de ce virus, qui fait qu'on ne travaille peut-être pas pour les mêmes raisons, qu'il faut peut-être donner plus de sens au travail? Est-ce que ça touche, je dirais, à la philosophie même du travail, de la question du travail?
Je pense que la question du travail et surtout la question de la reconnaissance au travail a pris une dimension beaucoup plus importante, qu'aujourd'hui les gens sont dans leur activité, sont prêts à accepter beaucoup de choses, mais que d'ici 1 an ou 2, à mon avis, et notamment les prochaines négociations annuelles du travail sur la question des salaires, la question de la reconnaissance, la question des rémunérations, vont être de la transformation des entreprises et du climat, parce que la notion de climat est extrêmement importante et rentre en considération très très fortement auprès des entreprises. Ces sujets-là vont être sans doute les sujets de demain et vont permettre, l'ensemble de ces sujets vont peut-être permettre de changer effectivement la société au niveau de la question du travail de façon extrêmement générale, indépendamment de celle de l'emploi. Les salariés de demain sans doute seront beaucoup plus exigeants et souhaitent qu'on donne du sens au travail beaucoup plus que ce que c'était le cas par avant. Yves Coppieters, on parlait des services publics, en l'occurrence l'hôpital, la santé. Est-ce que l'hôpital va réussir à résister à ce nouveau variant Omicron, même s'il est effectivement moins grave? Il y a tout de même là, il y a 67 000 nouveaux cas de coronavirus en France. Alors c'est un chiffre bien sûr minimisé parce qu'on est lundi, mais dans les hôpitaux, la France donc annonce 3 654 patients en réanimation, en hausse de 82. Donc ça continue à augmenter dans les hôpitaux. Oui, tout à fait, parce que en fait, en France, on est bien dans une vague de Delta toujours, et c'est ça que on a un peu l'impression de dévier du sujet. La vague de Delta n'est pas du tout finie en France, et c'est bien des hospitalisations essentiellement dues aux complications du variant Delta. Alors, est-ce que les hôpitaux... Alors, bien sûr, ce pic épidémique du variant Delta est en train d'être passé, et donc, bien sûr, la descente doit être engrangée, je dirais, dans les jours qui viennent. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'Omicron va mettre une pression sur les hôpitaux? Ben oui, sans doute. Et on le voit bien au Royaume-Uni, au Danemark, mais c'est une pression modérée. Pourquoi? Parce qu'en fait, les formes graves liées à Omicron sont, je dirais, plus modérées, entre guillemets, qu'avec le variant Delta. C'est-à-dire que les gens sont hospitalisés pour 3-4 jours. Ils ont besoin de soins hospitaliers, un peu d'oxygène, mais fondamentalement, il y a moins d'entrées en réanimation. Et donc, c'est clair que la pression sur les réanimations, une fois que la vague Delta sera passée, sera nettement moindre avec le variant Omicron. Donc oui, les hôpitaux vont résister. Pour autant, et la question de tous les hôpitaux en Europe, ce sont les ressources humaines. Pour autant que les ressources humaines reviennent, je dirais, rapidement, après maintenant les congés de fin d'année, et que les hôpitaux trouvent des solutions pour, je dirais, encadrer les lits qui sont disponibles. Mais là, on parlait du pass vaccinal. Le vaccin reste la stratégie en France. On parle donc de ce rappel, de rapprocher les dates entre la 2e dose et la 3e dose. Est-ce qu'on va finalement se retrouver face à un rappel permanent à faire tous les 4 à 5 mois? C'est un peu à quoi on peut s'attendre? Alors c'est impossible à dire actuellement et a priori non, puisque le variant Omicron, on le voit bien, est un variant qui prend le devant sur le variant Delta, qui a un échappement immunitaire, mais en fait qui n'est pas plus létal. Donc c'est vrai qu'on pourrait plutôt arriver à une situation où on rentre dans un cycle plutôt saisonnier de l'arrivée de nouveaux variants. Et l'arrivée de ces nouveaux variants seront toujours des variants qui seront plus contaminants, qui doivent prendre chaque fois systématiquement le dessus sur le variant antérieur. Plus contaminants mais moins graves, c'est ce que vous dites? Tout à fait. Donc, des variants plus contaminants, donc avec une plus forte transmissibilité, sont généralement des variants moins graves. Et je pense que Omicron est le premier, je dirais, cette première nouveau type de coronavirus. Alors, c'est bien toujours le même SARS-CoV-2, on est bien d'accord, mais c'est un nouveau type de mutation qui rentre dans ce cycle, qui pourrait être un cycle saisonnier, en tout cas un cycle plutôt, je dirais, de tous les 6 mois, ou en tout cas lié éventuellement à des moments saisonniers. Et à ces moments-là, alors, comme pour la grippe saisonnière, il faudra trouver le vaccin ou le rappel, je dirais, le plus adéquat possible par rapport à ces nouveaux mutants, ces nouveaux variants qui seront plutôt, je dirais, des coronavirus pas banals, entre guillemets, mais en tout cas qu'on pourra maîtriser nettement mieux. Stéphane Crochet nous a rejoint, secrétaire général du SE UNSA, le syndicat des enseignants de l'UNSA, également professeur des écoles. Bonsoir, bienvenue à vous. Anne Mayenne, notre correspondante à Berlin également, nous a rejoint. Anne, bonsoir. Stéphane Crochet, nouveau protocole, bien sûr, en cette rentrée des classes. C'était la rentrée aujourd'hui, bien sûr, en France. Les élèves ont repris le chemin de l'école. J'ai lu que l'absentéisme pourrait toucher 30% des enseignants dans les semaines qui viennent. Le protocole sanitaire dévoilé par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, dont
fait qu'il y a un niveau 3 maintenu dans les écoles élémentaires et un niveau 2 dans les collèges et lycées. Et il y a une nouvelle politique de contact tracing, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un positif dans la classe, les élèves doivent se soumettre à trois tests en 4 jours. Et en fait, ils recevront de la pharmacie des autotests gratuits. Que pensez-vous donc de ce nouveau protocole ? Alors, il peut s'avérer difficile à mettre en œuvre dans la réalité de nos classes, puisque donc ce protocole, il consiste tout d'abord à envoyer tous les élèves faire un test PCR lorsque l'un d'eux est déjà avéré positif. Et puis, peuvent revenir en classe tous ceux qui ont un test négatif, mais ils devront faire un autotest à J2 et à J4. Et si l'un de ces tests est positif pour l'un d'entre eux, alors il devra aller le confirmer par un test PCR et on recommence toute cette procédure pour l'ensemble de la classe. Donc voilà, on redoute la capacité à gérer tout ça. Au-delà d'être fastidieux, à la limite, fastidieux, on prend son mal en patience, c'est réussir à gérer ce flot d'informations, de consignes en direction des familles, le retour des informations des familles, et puis le risque de tension, parce que une fois, on va leur dire on suspend, allez vous faire tester, puis on reprend. Mais finalement, un nouveau cas s'avère, alors on recommence toute la procédure. Donc voilà, c'est le risque de forte tension. Il y a eu d'un côté une promesse, l'école reste ouverte, mais ça c'est une bonne chose que la rentrée ait lieu aujourd'hui. C'est une bonne chose. Et vraiment, dans l'absolu, ce que l'on souhaiterait, c'est pouvoir faire classe complètement, normalement, avec tous nos élèves, avec tous nos collègues. Parce que les premières remontées de ce premier jour, c'est déjà 5 à 10% des élèves absents, une proportion un peu moindre, mais quand même assez similaire chez les personnels. Donc de toute façon, nous ne sommes pas dans la vie ordinaire de l'école et le vrai climat serein de la classe. Mais cette politique des tests est-elle préférable justement à la politique auparavant mise en place qui, il me semble, s'il y avait une personne, un élève positif, on fermait la classe? C'était ça le protocole? Alors ça, c'est fini depuis fin novembre. En revanche, si on avait, depuis fin novembre, donc au mois de décembre, si quand même on avait 3 cas positifs sur 7 jours glissants dans la classe, alors on fermait la classe. Et cette dernière mesure a aussi disparu. Donc on a la crainte d'être dans quelque chose de permanent. Et puis, et ça c'est aux scientifiques de nous le dire, une inquiétude sur nos classes devenant des clusters. Je rappelle que les élèves d'école maternelle ne sont pas masqués et ce sont en plus les plus jeunes, donc ceux qui ont le plus de mal à respecter les gestes barrières. Yves Copieter, est-ce qu'effectivement les classes pourraient devenir des clusters avec ce type de protocole, ou est-ce que justement en aérant plus avec cette politique des tests, même si elle est complexe effectivement, donc de généraliser les tests auprès des élèves et des professeurs, est-ce que ça va limiter justement la proportion de contamination au virus, à l'Omicron? Alors, le Omicron va pénétrer fortement en milieu scolaire et chez les 0-10 ans encore plus, ça on le sait. Maintenant, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour autant? Mais donc, en effet, il faut essayer de prévenir ces clusters, comme vous le dites, et ça passe par la ventilation, ça passe par essayer de fonctionner avec des bulles classe ou enfin d'autres protocoles sanitaires sur place. Et puis, il faut aussi peut-être changer de paradigme et avoir moins peur, je dirais, des contaminations des enfants aussi avec le variant Omicron. Alors, c'est toujours compliqué, hein, parce qu'on veut à la fois casser les chaînes de transmission et puis à la fois on se rend compte que la majorité, bien sûr, des enfants qui seront touchés par Omicron seront des simples rhumes ou des formes très très peu symptomatiques. Et donc voilà, donc ça c'est l'équilibre vraiment qu'il faudra trouver au mois de janvier, où je pense qu'on ne peut pas laisser tout circuler comme ça de façon sans mettre en place des vrais protocoles, et il faut des protocoles à l'école, mais non plus il faut être aussi raisonnable sur des mesures de restriction et de fermeture de classe par exemple, qui à mon avis doivent être, je dirais, beaucoup moins systématiques avec ce variant Omicron. Anne Maillet donc, est avec nous en direct de Berlin, notre correspondante. Anne, l'Allemagne a été très stricte en tout cas sur cette question de passeport vaccinal, et puis le port du masque FFP2 est très répandu
en Allemagne. Et manifestement, ce sont des mesures qui ont eu des résultats. Et lorsqu'on regarde la carte européenne, d'ailleurs, on voit que l'Allemagne n'est pas encore touchée véritablement par l'Omicron. Alors qu'en est-il ? Bien, vous savez que l'Allemagne a été très très durement touchée par ce qui constituait ici la 4e vague de Covid à la fin de l'année dernière, une vague liée au variant Delta. Et le pays a donc mis en place des mesures très strictes assez rapidement. On est revenu au télétravail partout où c'est possible dès la fin novembre. Le pass sanitaire a été instauré sur le lieu de travail pour tous les salariés obligés de s'y rendre et non vaccinés, donc avec un test quotidien. Et puis le pass vaccinal est entré en vigueur dans les commerces, dans les restaurants, dans les musées, dans les salles de spectacle, un peu partout, excluant de facto les non-vaccinés de la vie publique. Et toutes ces mesures, en tout cas, elles ont eu le mérite de faire baisser la vague de Delta et, d'après les experts également, de ralentir la propagation du variant Omicron. Alors pour l'instant, les autorités restent toutefois sur le qui-vive, car en ce moment, les données sanitaires ne sont absolument pas fiables. En Allemagne, les Allemands se sont très peu testés ces 10 derniers jours. Les circonscriptions ne font pas remonter les données vers l'Institut de veille sanitaire. Et donc, résultat, l'Allemagne aujourd'hui recense un peu plus de 18 000 nouvelles contaminations. Mais les autorités sanitaires estiment que la réalité va bien au-delà de ces chiffres. On devrait normalement avoir des chiffres en fin de semaine. Mais ce qui est certain, c'est qu'ici aussi, ce variant se propage lentement, mais sûrement. Les autorités sanitaires estiment à plus de 10% la progression quotidienne du variant Omicron. Et dans la région du Schleswig-Holstein, dans le nord du pays, c'est d'ailleurs déjà le variant dominant. C'est le variant dominant dans cette région. Anne, il y a ce fameux masque FFP2 très répandu en Allemagne, en l'occurrence dans les transports publics. C'est le cas ? Oui, et le masque FFP2 est très répandu en Allemagne depuis l'année dernière. Effectivement, en fait, ici en Allemagne, on utilise essentiellement le masque chirurgical ou le masque FFP2. On ne voit plus de masque en tissu depuis fort longtemps. Et le masque FFP2, effectivement, est redevenu obligatoire dans les transports en commun. Et dans certaines régions, il est même obligatoire dans les commerces et aussi dans quelques restaurants. Les autorités encouragent son utilisation et il fait vraiment partie du quotidien ici, contrairement à la France par exemple. Yves Coppieters, est-ce qu'il faudrait justement plus généraliser ce masque FFP2 ? En France, pour l'instant, il n'est toujours réservé qu'aux soignants. Alors, je pense qu'il faut en effet envisager une généralisation plus importante, mais pas une généralisation dans la population générale, mais bien chez les personnes les plus vulnérables, toujours par rapport aux formes graves du coronavirus. Mais dans les transports publics, par exemple, comme ils le font en Allemagne. Tout à fait. Alors peut-être les personnes de plus de 60 ans, de plus de 70 ans devraient systématiquement porter un FFP2 dans ces lieux à haut risque de contamination. Mais maintenant, cette stratégie du FFP2, c'est une politique publique. C'est-à-dire que c'est pas si simple de dire aux gens porter un FFP2. Il faut une vraie stratégie de rendre ça accessible, d'expliquer aux gens l'intérêt du FFP2 et surtout peut-être aussi de le rendre disponible dans tous ces lieux, je dirais, à grande foule. Et donc ça doit vraiment être intégré dans une vraie politique publique et pas simplement dire aux gens porter un FFP2, ça va mieux vous protéger. Donc voilà, je pense que ça pourrait être une stratégie très intéressante en tout cas pour dépasser cette vague d'Omicron. Stéphane Crochet, vous êtes d'accord ? Est-ce que les profs, par exemple, les instituteurs, les institutrices, est-ce qu'ils devraient porter ce masque ? En tout cas, il y a la demande de porter des masques plus protecteurs que les masques en tissu avec lesquels on fonctionne depuis plus d'un an. Notamment en raison de cette forte transmission, de cette forte présence dans nos classes, et je le redis, en particulier dans les écoles maternelles où nos élèves ne portent pas de masque. Et puis, cette question de la qualité de l'air, aujourd'hui, on le sait, nos écoles nos écoles et nos établissements secondaires aussi sont pas bons sur le sujet de la qualité de l'air. Sur les captations de CO2, par exemple, mettre en place des capteurs, des purificateurs d'air. Des capteurs de CO2 serait déjà le premier moyen
de mieux comprendre ce qui se passe dans une salle de classe, dans une cantine aussi, et quand est-ce qu'il faut aérer. Ceux qui l'utilisent, ceux qui ont la chance d'en avoir, ont réalisé combien l'air était très vite saturé et combien il fallait aérer vite, enfin assez régulièrement et de façon franche et nette, et que souvent l'ouverture d'une seule fenêtre dans une cantine, ça ne suffit pas. Donc oui, on a beaucoup de retard, pour affronter cette nouvelle vague avec ce nouveau variant aux caractéristiques différentes et avec une stratégie de la part du gouvernement qui est désormais différente aussi. Et sur la stratégie vaccinale justement des enfants, qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce qu'il faut vacciner justement un maximum d'enfants? Alors, en tant qu'enseignant, on ne va pas plus loin que ce que se permet lui-même le gouvernement. Désormais, elle est disponible, cette vaccination. On entend dans les familles la volonté d'y accéder, mais elle débute juste chez les enfants. En revanche, la vague épidémique, elle est bien là maintenant. Donc on est aussi, ça fait partie des préoccupations des enseignants, ce décalage. Et aujourd'hui, on a peu d'outils pour lutter contre l'épidémie dans nos écoles maternelles et élémentaires. La vaccination est très peu là. D'ailleurs, l'accès à la 3e dose pour les personnels, comme pour le reste de la population, dans certains endroits assez difficile, et il n'y a pas eu d'accès prioritaire. Sur la qualité de l'air, on est très en dessous. Nos masques sont nos masques en tissu. Donc on se sent très mal protégé face à cette vague. En tout cas, vous allez voir qu'Olivier Véran fait la guerre aux antivax. On va l'écouter, c'était dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale cet après-midi. Notre société a donc un nouvel opium. Un opium fait de doutes, de suspicions. Un opium sûr de lui, souvent arrogant, qui permet à chacun, en quelques caractères sur les réseaux sociaux, d'être exempté d'un long cursus universitaire en médecine. Alors aucun projet de loi ne fera entendre raison à celles et ceux pour qui le combat anti-vaccinal est devenu l'occasion d'acquérir consistance et reconnaissance, de se dire héroïque ou résistant à peu de frais. Anne, en Autriche et en Allemagne, on va passer à la vaccination obligatoire dans quelques semaines en Autriche, me semble-t-il, et dans quelques mois en Allemagne. On a réussi à faire passer ça dans ces deux pays. Écoutez, les débats sont encore en cours et des décisions au niveau des parlements sont encore attendues. En Autriche, qui veut effectivement faire entrer en vigueur cette obligation vaccinale dès le mois de février, avec une obligation vaccinale donc pour tous les plus de 14 ans et des amendes allant jusqu'à 3 600 € pour tous ceux qui refusent de s'y soumettre. Alors un certain nombre de débats sont encore en cours à Vienne, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de cette obligation vaccinale et des interrogations aussi sur la marche à suivre, mais a priori ça devrait se faire dans les semaines qui viennent et l'Allemagne devrait très vite ensuite emboîter le pas à l'Autriche, puisque le nouveau chancelier Olaf Scholz était effectivement favorable à cette obligation vaccinale. Alors c'est lié au fait qu'en Allemagne, le taux de vaccination reste encore assez faible comparé à des pays comme la France, avec à peine un peu plus de 71% de la population qui est doublement vaccinée. Et cette population non vaccinée, elle est bien évidemment susceptible de faire des formes plus graves de la maladie une fois contaminée. C'est ce que les autorités veulent éviter en instaurant cette obligation vaccinale. Et ce qui est intéressant, c'est que après près de 2 ans de pandémie, la grande majorité des Allemands, 2/3 des Allemands, sont désormais favorables à cette obligation vaccinale, alors qu'il y a 2 ans, lorsque cette pandémie a commencé, c'était la situation inverse. 2/3 des Allemands étaient opposés à une obligation vaccinale. Yves Coppieters, donc il faut faire un peu la chasse aux antivax aujourd'hui. Quelles leçons peut-on tirer ? Ça, c'est une question politique que vous me demandez. Moi, je suis un scientifique et je n'ai aucun avis par rapport à ça. Je pense qu'il faut essayer de convaincre celles et ceux qui ont besoin d'une vaccination et qui sont toujours hésitants, mais qui sont à risque de faire des formes graves. Et ça, c'est une réalité. Et à chaque pays de trouver la bonne stratégie sur un plan politique. Mais il y a quand même un paradoxe quand même dans tout ce que vous échangez par rapport à cette obligation vaccinale. C'est que d'un côté, les ministres nous disent, ils ont raison, avec la vague Omicron, on est en train de dépasser, je dirais,
je dirais, la flambée du coronavirus. On est en train de dépasser, je dirais, cette pandémie à l'échelle en tout cas nationale. Les formes sont plus bénignes. On développe une immunité aussi par rapport, je dirais, aux variants en tant que tels. Et puis d'un autre côté, ils durcissent le ton sur les non-vaccinés ou sur les obligations vaccinales en Donc disant... il manque de cohérence. Oui, attention au tsunami de l'Omicron qui nous arrive. Et puis d'un autre côté, on nous dit, mais non, c'est la dernière vague, soyez rassurés, l'immunité collective, on y arrive. Et donc voilà, je pense qu'il faut aussi que le discours politique redevienne plus cohérent par rapport aux connaissances scientifiques, parce que d'un côté, on utilise les connaissances scientifiques pour justifier les choses, et d'un autre côté, je dirais, on sort, je dirais, de ces connaissances pour justifier d'autres choses. Et là, je pense qu'il y a un retour vers la cohérence qui doit être plus fait, même si j'ai bien conscience que le discours et la vision politique est bien différente de celle d'un scientifique, mais quand même, ça doit être basé sur des connaissances actualisées. Merci beaucoup Yves Copieters d'avoir été avec nous. Merci beaucoup également à Stéphanie Mathieudy qui était avec nous en première partie, Gwendoline de Bono qui était avec nous d'Israël. Merci à Anne Maillet en direct de Berlin. Merci aussi à Stéphane Crochet, secrétaire général du SE UNSA. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.